Bonjour mon cher Maurice, comment allez-vous en ce mardi 28 mai, dernière semaine de ce mois de mai, à Bamako donc. Je vais très bien, cher Ousseynou, et je vous remercie. J'espère que vous allez aussi bien à Dakar en ce début du mois de mai, Oui, à quelques encablures de la oui, fête de Tabaski. tout à fait, quelques encablures de la fête du mouton, qui ne sera pas trop à la fête, mais bon, les traditions et les préceptes religieux sont faits pour être respectés. Et donc, à quelque temps aussi de l'hivernage qui commence à pointer son bout du nez, on annonçait des pluies, quelques gouttes sur Dakar et le reste du pays pour aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce qu'il en sera, il n'a pas encore plu, mais dans la région sud du Sénégal, les pluies ont commencé. Donc voilà, c'était notre point météo pour nos tractonautes. Voilà, nous avons trois sujets pour cette émission. Le premier sujet, incontournable, les assises de la justice sénégalaise qui s'ouvrent à Diamniadio. Il me semble à l'infrastructure dédiée à Abdou Diouf, en tout cas qui tient son nom, d'Abdou Diouf, à Diamniadio donc, s'ouvre aujourd'hui avec la participation de beaucoup d'acteurs, mais aussi le refus de participer de certaines individualités notables, comme l'ancien ministre de la Justice de Macky Sall, qui a terminé comme ministre des Affaires étrangères, comme aussi un ancien ministre, Cher Tidiane de la Justice d'Abdoulaye Wade, qui ont plus ou moins poliment décliné l'invitation. Alors, pour ces assises de la justice, Maurice, que pensez-vous qu'il pourrait en ressortir de bien pour la démocratie sénégalaise et le fonctionnement de notre justice? Merci beaucoup, cher Ousseynou. Vous avez raison de rappeler que la question de la réforme du pouvoir judiciaire se pose avec acuité. Je trouve que c'est une très bonne chose de lancer cette réforme-là. Je trouve qu'elle est utile et que de toute façon, le parti actuel au pouvoir s'est engagé à faire des réformes significatives dans ce domaine-là. Je pense notamment à quelques réformes emblématiques, celle de l'instauration d'un juge des libertés et de la détention, qui ferait le point et qui serait donc, si vous voulez, chargé de déterminer si oui ou non le mandat de dépôt doit être décerné et si vous voulez, la privation de liberté doit être de mise pour la personne qui est accusée. Je trouve que c'est une évolution qui est conforme aux droits de l'homme et que c'est une réforme attendue, surtout quand on sort des émeutes de 2021 avec ce qu'elles ont entraîné d'emprisonnement et de mise en parenthèse de la liberté. Je trouve que c'est quelque chose d'utile. Il y a aussi les modes de nomination des personnalités qui animent, qui sont donc en responsabilité dans ce pouvoir judiciaire, dont on peut rappeler assez rapidement qu'il s'agit de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, des cours d'appel et des tribunaux d'instance, qui sont justement les modalités selon lesquelles ces gens sont nommés. Il y a enfin la question du rattachement du parquet au ministère de la Justice, dont beaucoup de gens ont trouvé à redire en considérant que ce lien ombilical-là rendait esclave, assujettissait le parquet aux volontés de l'exécutif, aux quatre volontés de l'exécutif. Et que, de mon point de vue, ces trois réformes-là sont prioritaires. Cependant, je dois le dire pour le déplorer, je regrette les modalités. Je crains les modalités parce que tel que c'est organisé, à la va-vite, avec des gens dont on se demande ce qu'ils peuvent apporter, avec des listes plutôt monocolores. Parce qu'il faut dire quand même que la liste des détenus que j'ai vue est presque exclusivement la liste de ceux qui viennent d'être amnistiés et qui sont de coloration politique PASTEF et alliés. Donc ça, c'est un problème. Je sais que sans rentrer dans les débats de personnes,
il y a aussi la présence un peu discutable de quelqu'un qui a été amnistié pour l'assassinat d'un juge, ce qui n'est pas contesté, puisque la vérité judiciaire, c'est que le juge a été assassiné et que celui qui l'a assassiné, même s'il a bénéficié d'une amnistie, euh, qu'il vienne pérorer sur le sujet de la réforme de la justice est, ma foi, un peu rance. Mais en tout cas, ne me semble pas être de très bon aloi. Enfin, il y a le fait que le dispositif aujourd'hui législatif, quand bien même des réformes seraient votées, je ne vois pas très bien à quoi tout cela pourrait mener, puisque la majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui est détenue par d'autres personnes, par d'autres mouvances politiques que la mouvance actuelle au pouvoir. Est-ce que c'est en perspective de sûrement, mais dans ce cas, pourquoi tant de hâte? Surtout quand on sait qu'il y a déjà un travail qui a été fait de concertation qui date de 2018 et que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, au nombre de ceux qui ont décliné l'invitation, le professeur Ismaïla Madior Fall, qui a été ministre de la Justice et qui, lui, a préféré verser à la corbeille des débats ce travail-là qui avait déjà fait le point sur un certain nombre de choses, sans oublier le très, très bon travail du professeur Amadou Maktarmbo dans le cadre de la réforme des institutions. Voilà donc ce que je voulais dire sur ce sujet-là, mais je pense que de toute façon, c'est quelque chose de positif et que de toute façon, le pays a besoin de se réformer. Voilà. Qu'est-ce que vous en semble vous-même, cher Ousseinou? Écoutez, votre point de vue et votre analyse de ces assises-là est très juste. Je ne peux que y adhérer. Maintenant, je vois qu'à chaque alternance, nous en sommes à la troisième. Les tenants du pouvoir se promettent et nous promettent des ruptures avec la gestion passée, notamment d'un point de vue de gestion de la justice et de la façon dont cette justice-là est rendu. Je veux dire, Abdoulaye Wade en 2000 nous parlait déjà de rupture avec les pratiques antérieures. Macky Sall est arrivé, il a évoqué la gestion sobre et vertueuse. Aujourd'hui, le président actuel, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous parle d'un slogan qui revient souvent ces temps-ci, dont il me semble que c'est celui sous lequel il a voulu placer sa présidence, Djoub, Djoubel, Djoubonti, être vertueux, euh, gérer les affaires publiques de façon adéquate et orthodoxe et aussi redresser ce qui ne va pas en matière de gestion des affaires publiques. C'est un slogan, c'est un mot d'ordre. Attendons de voir si le mot d'ordre, la réalité qui s'en suivra sera à la hauteur de ce slogan-là. Mais personnellement, je pense en tout cas que s'il doit être question de couper le cordon ombilical entre le ministère de la Justice et le parquet poursuivant, ou même de supprimer le ministère de la Justice qui n'existe pas, on le sait dans certains pays, je n'y serais pas favorable. Je pense important qu'il y ait un ministère de la Justice parce que la justice est rendue au nom du peuple et pour le compte du peuple. Et ce peuple-là, me semble-t-il, a donné mandat à l'exécutif pour quelque part opérationnaliser la justice qui doit être rendue, même si bien entendu, je pense qu'il est important d'avoir la séparation entre les pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs, et que ce pouvoir judiciaire-là, dans nos pays, trop souvent, dans notre pays, même le Sénégal, et son indépendance est mise à mal ou questionnée. Maintenant, l'indépendance a beau être inscrite dans les textes, elle n'existera, cette indépendance-là, que si ceux qui sont supposés en bénéficier, c'est-à-dire les juges, les magistrats, font preuve eux-mêmes d'indépendance. Parce que quoi qu'on dise des dossiers politico-judiciaires qui ont quelque part plombé l'atmosphère ces 3 dernières années avant qu'on en arrive au changement de régime du 24 mars,
eh bien, la justice aura quand même été rendue. Et très souvent, les Sénégalais ont salué les décisions de justice qui ont eu lieu, que ce soit dans, entre guillemets, le possible contentieux électoral qui pouvait avoir lieu pour la présidentielle de 2024. Le Conseil constitutionnel, me semble-t-il, s'est assumé. En tout cas, dans sa majorité, le peuple sénégalais a approuvé ce qui ont été les décisions de ce Conseil constitutionnel-là. Après, il y avait des histoires politiques qui ont été réglées de manière judiciaire. On peut le déplorer. La justice ne doit pas être l'instrument du pouvoir politique. Ça, c'est une chose. Et donc, il faudrait qu'on fasse très attention à cela. Et même s'il y a des choses à prendre dans les conclusions aussi bien des assises nationales qui ont été présidées par le doyen Amadou Martin Mbow, 102 ans, que dans la Commission nationale de réforme des institutions, je pense quand même qu'on ne doit pas en arriver à une république des juges qui, sans être élus par le suffrage universel, donnerait le là et gérerait quelque part les affaires publiques. L'autre chose que je voudrais dire pour en terminer, c'est que la justice, c'est aussi la justice quotidienne, pas seulement la justice spectaculaire. Je remarque que les greffiers, qui sont un corps important de la justice, étaient en grève tous les derniers mois du régime sortant. Ils ont repris le travail, mais jusqu'ici, je sais qu'il y a des personnes qui ont eu le dossier jugé depuis le mois de novembre 2023 ou décembre 2023. Et jusqu'ici, nous sommes 6 mois plus tard, n'arrive pas à récupérer les ordonnances qui ont été rendues par les juges, simplement parce que peut-être les greffiers sont débordés de travail et doivent rattraper le travail qu'ils auraient dû faire il y a quelques mois. Mais toujours est-il qu'il y a un engorgement et un goulot d'étranglement qui ne dit pas son nom dans la justice quotidienne qui concerne les Sénégalais lambda. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je souhaite en tout cas que ces assises qui s'ouvrent au Centre international de conférence Abdou Diouf débouchent sur des décisions et des conclusions et des mesures très fortes. Mais je dis une fois encore, la séparation entre les pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs ne doit pas conduire à une république des juges. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là, mon cher Maurice. Vous avez bien raison. Et juste d'un mot, en fait, rajouter ce point-là, c'est vrai que l'ambition, et moi j'entends bien, je ne veux pas effectivement, le cauchemar, ce serait qu'on arrive à une république des juges, mais il y a un deuxième cauchemar qui est, à mon avis, aussi grave, c'est ce qu'on tombe dans une espèce de vendetta des nouveaux dirigeants. Parce qu'on sent bien une espèce d'orientation qui commence à se dessiner avec des dossiers. Euh, quand on met un sujet sur la table, on doit le systématiser. Et je trouve dommage quand même que des gens aient été nommés alors qu'ils ont été épinglés. Je pense notamment au directeur de cabinet du président de la République qui a été épinglé et sans que la justice ne se soit saisie, puisque c'est ce qu'on nous a vendu, qu'il soit déjà nommé, ce qui est une espèce de prise de fait et cause pour, dans un sens, contraire à celui de la justice. Je note pour m'en féliciter que Mimi Touré ne l'a pas encore été. Elle est épinglée dans un autre sujet et ça permet de contrebalancer ce sujet-là. J'espère qu'on restera dans cette dynamique-là sans que jamais le coup qu'on avait, qui était prétendument posé par l'ancien président, ne se repose en fait sur les dossiers et que justice soit faite de façon unanime, de façon systématique, de façon générale et impersonnelle. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Peut-être qu'on pourrait passer à l'international avec... Oui, absolument, absolument. Peut-être un dernier mot Oui, sur dites-moi. le directeur de cabinet Marita Ounian Oui. et l'ancienne première ministre Mimi Touré. Bon, je vais peut-être, j'allais dire couper les cheveux en quatre, mais je pense qu'ils sont plus indexés qu'épinglés
Encore que bon, s'ils sont quand même dans des rapports de la Cour des comptes, on peut à bon droit dire avec vous qu'ils sont épinglés. Alors, le sujet international, le premier des deux sujets, nous emmène au Tchad, en Afrique centrale, un pays qui est sahélien aussi, un pays qui est traversé par des dynamiques, j'allais dire, assez confrontationnelles entre le sud et le nord, entre la grande minorité chrétienne et la non moins grande minorité musulmane. Toujours est-il qu'ils ont un nouveau président qui était déjà celui qu'ils avaient durant la transition qui avait lieu depuis 2021. Et donc, Mahamat Idriss Déby Itno, lors de l'élection du 6 mai, est sorti vainqueur, avant même que le président ne le décide. Succès Masra, premier ministre de transition et président du Parti des Transformateurs, a rendu le tablier. En même temps, on a vu qu'il contestait le résultat de l'élection présidentielle et disait que les chiffres avaient été inversés en sa défaveur. Quel avenir entrevoyez-vous pour Succès Masra, qui a peut-être été un peu digéré par le régime en place et qui ne retrouvera peut-être pas de sitôt sa capacité de mobilisation du peuple d'opposition au Tchad. Quelle est votre analyse de son avenir à court, moyen ou long terme à Succès Masra? Écoutez, moi je pense il ne s'offre pas beaucoup d'options à Succès Masra, malheureusement, qui a accepté en fait d'aller à Canossa. Et je le dis comme ça parce que, de mon point de vue, il y a deux stratégies en fait qui s'opposent littéralement et qui avaient démarré de la même manière, celle de Ousmane Sonko au Sénégal et celle de Succès Masra au Tchad. Les deux avaient fait l'option d'affronter le régime en place. Les deux avaient fait l'option de mobiliser la rue publique. Les deux avaient fait l'option d'aller à la confrontation. L'un des deux, après cette confrontation qui a été sanglante, comme ça a été au Sénégal, où il y a eu des morts, a choisi l'exil, le second est resté. L'un a été en prison, l'autre a fui. Et ensuite, il y a eu l'accord de Kinshasa. Et l'accord de Kinshasa, dont beaucoup d'observateurs ont dit, c'est une espèce de deal un peu foireux entre Idriss Déby fils et Succès Masra, Succès Masra. dont il s'est toujours défendu en disant que ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que à entendre la partie pendant la campagne électorale, on a bien senti que c'était deux candidats qui ne se faisaient pas de concessions, pas de complaisance. Et aujourd'hui, quand Succès Masra a accepté le poste, en fait, il a accepté avec le poste les privilèges que ce poste a offerts à sa formation politique, mais surtout à ses militants. On se doute bien hein, que le calcul, c'était une formation qui est dans l'opposition, qui est jeune, qui est dans l'opposition, qui n'a pas de financement, parce qu'à la différence d'Ousmane Sonko, il n'a pas trouvé son modèle économique, je le dis comme ça entre guillemets, il n'est pas aussi bien financé que ne l'a été le PASTEF par sa diaspora et par un fort mouvement d'adhésion populaire. Il a donc été confronté à ces difficultés-là et en acceptant le poste de Premier ministre, il a accepté les privilèges qui vont avec. Aujourd'hui qu'il a démissionné et que sa démission a été acceptée, alors qu'au premier temps, juste après les élections, les gens se sont dit, est-ce que s'il démissionne, ça va être accepté? Parce que Déby, en n'acceptant pas sa démission, aurait fait le choix de le stériliser en tant qu'opposant. Parce que s'il demeurait le Premier ministre de Déby après cette campagne électorale, évidemment, c'en était fini de Succès Masra. Mais en démissionnant et en se cantonnant à cette position d'opposant, il se prépare pour les échéances à venir. Je crois qu'il ne s'exilera pas. Je crois qu'il restera et je crois qu'il va essayer de construire une alternative politique forte pour être une alternative dans la perspective d'une alternance au niveau du Tchad. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que la difficulté pour le camp des transformateurs aujourd'hui, c'est de trouver un accord. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que la difficulté pour le camp des transformateurs aujourd'hui, c'est de trouver un accord. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que la difficulté pour le camp des transformateurs aujourd'hui, c'est de trouver un accord. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que la difficulté pour le camp des transformateurs aujourd'hui, c'est de trouver un accord. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que la difficulté pour le camp des transformateurs aujourd'hui, c'est de trouver un accord. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que la difficulté pour le camp des transformateurs aujourd'hui, c'est de trouver un accord. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que la difficulté pour le camp des transformateurs aujourd'hui, c'est de trouver un accord. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que la difficulté pour le camp des transformateurs aujourd'hui, c'est de trouver un accord. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que la difficulté pour le camp des transformateurs aujourd'hui, c'est de trouver un accord. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que la difficul
c'est de digérer les résultats d'une défaite, parce que c'est une défaite. 61% contre 18%, c'est une défaite. Qu'ils disent qu'il y a une inversion des résultats, il a beau jeu de le dire. Qu'ils disent que quand les résultats ont été programmés, les 26 bureaux de vote n'avaient pas été dépouillés, c'est une stratégie de défense que l'on peut entendre. Il n'en demeure pas moins que ces recours n'ont pas prospéré pour l'heure et que vraisemblablement, Déby fils a gagné et a gagné parce que sa légitimité n'est pas contestée. Il faut rappeler quand même, et je termine dessus, que Idriss Déby fils est un homme politique aguerri. C'est quelqu'un qui a quand même, et au Tchad, la fonction politique se confond avec la fonction militaire. La vie dans l'armée, et Déby a été le premier à descendre sur le terrain. Au Tchad, il y a quelque chose dans la culture des gens, c'est qu'un homme, il va au combat. Un homme descend sur le terrain et se bat. C'est d'ailleurs ce qui a perdu Idriss Déby père. Il sait que la légitimité avec laquelle les gens vous regardent, c'est le chef de guerre. Idriss Déby fils, très tôt, quand en 2013 l'opération Serval démarrait, il a été le premier contingent tchadien qui est descendu sur le terrain ici. C'était le contingent à la tête duquel figurait Idriss Déby fils. C'est donc un combattant aguerri, premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a été ministre, donc qui a gravi les échelons dans l'organisation étatique tchadienne. Troisièmement, il a une véritable légitimité auprès de ses frères d'armes. Et qu'on le veuille ou pas, Succès Masra est quand même vu comme l'homme des Blancs. Succès Masra est quand même vu comme celui qui a travaillé auprès des institutions financières internationales en tant qu'économiste. C'est quand même l'homme de la doxa populaire, c'est l'homme d'ailleurs. Et c'est aussi un homme qui n'a pas fait ses armes sur le terrain. Et vraiment, pour les Tchadiens, cette partie-là du chef de guerre, c'est quelque chose que Succès Masra devra régler. Et pour l'heure, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Oui, absolument. Depuis Hissène Habré, qui a achevé ses jours en terre sénégalaise, renversé, faut-il le rappeler, en 1990 par un coup d'État militaire mené par Idriss Déby père, et maintenant avec le général Mahamad Idriss Déby Itno, fils du précédent, qui devient président. Le Tchad est manifestement, depuis 3 présidents, accoutumé à avoir des hommes en tenue à la tête du pays. J'en parle pour le déplorer, mais la réalité de l'état de maturité démocratique de nos pays est spécifique à chacun d'eux. Et donc, il faut accepter que la démocratie est un processus qu'on ne pourra pas imposer de l'extérieur, qu'on ne pourra pas imposer avec l'aide de partisans étrangers, mais qui sera toujours le fruit d'une dynamique propre au pays. Donc l'alternance n'est pas encore à l'ordre du jour au Tchad. Succès Masra, c'est vrai, a fait un acte de défense et aussi de défiance en contestant les résultats de cette présidentielle qu'il a perdue. Mais il y a 2 choses. Succès Masra se pose, me semble-t-il, en principal opposant quand même, ce qui est un gain politique non négligeable. En même temps, il est jeune, il est quarantenaire. Ça peut être un motif d'espoir pour lui en un avenir présidentiel qui finira par arriver un jour par les urnes. Mais le président en face, Midi, Mahamad Idriss Déby Itno, est aussi quelqu'un de très jeune. Donc on peut craindre qu'il soit au pouvoir pour plusieurs lustres, sinon plusieurs décennies. Je salue quand même que, à défaut d'avoir conduit à une alternance politique qui est la respiration naturelle, me semble-t-il, d'une démocratie et qui est le paramètre qui doit définir une démocratie, c'est qu'il puisse y avoir une alternance. Je disais donc, à défaut de cela, au moins je vois que dans la contestation post-électorale, il n'y a pas eu des morts comme on en a connu pour le jeudi 21 octobre 2022
où il y avait eu quand même 300 morts selon des sources assez fiables. Bon vent au Tchad, bonne chance au Tchad avec cette présidence non plus de transition, mais pleine et entière de débit. Alors, dans l'appareil d'État du Tchad, il y a plusieurs membres de la fratrie Déby qui sont responsables dans l'appareil d'État ou à la tête de sociétés publiques. Il faudra peut-être que ce clanisme-là soit moins évident, moins, j'allais dire, apparent, pour qu'on puisse parler quand même d'une gestion démocratique du pays. Le Tchad, qui est un pays pétrolier, je constate aussi que le destin, quelque part, on n'y peut rien, il est toujours écrit, parce que malgré les hauts faits d'armes de Déby Fils dont vous avez parlé, ce n'était pas forcément lui qui devait être, comment dirais-je, président de transition, parce que les militaires, cela a été raconté quand ils l'ont proposé au fils directeur de cabinet de Déby Père, celui-ci a dit non, la légitimité de militaire était avec son frère Mamad Idriss Déby Itno, et c'est comme ça qu'il a été mis président de transition. Il a certainement gagné en confiance, en self-confidence dans ces 3 dernières années. On voit quelqu'un qui s'est affirmé dans l'exercice du pouvoir. Il a gagné, même s'il y a eu des irrégularités. Je crois que ça reflète, comme vous le pensez, le rapport de force réel sur le terrain entre le président nouvellement élu et son opposition qu'il a quelque part aspiré. Donc, souhaitons bon vent au Tchad et rendons-nous peut-être dans le pays limitrophe qui est le Cameroun, où là aussi on a une présidentielle qui s'en vient l'année prochaine, en 2025. Pensez-vous que ce sera un scrutin libre, équitable, sincère et transparent dans un pays où nous avons le même président aux manettes depuis maintenant 41 années, ce qui est très très long, et donc avec un président Biya nonagénaire, 91 ans, pensez-vous que l'opposition tiendra son rang d'alternative crédible et possiblement pouvant alterner le président Biya au Cameroun l'an prochain, avec notamment la présence sur le terrain de l'élection de Maurice Kamto, qui est le principal opposant. Alors, le 1er novembre, en fait, le secrétaire général du RDPC, Jean Kouété, a Jean ouvertement, Coueté, c'est ça. a ouvertement plaidé pour que le chef de l'État brigue un 8e mandat. Vous avez bien fait de le rappeler, 41 ans bien sonné au pouvoir, mais il est dans sa 42e année en 2024, puisque Absolument. il a 91 ans et il se susurre qu'il n'a pas l'intention de passer la main. Mais moi c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'il peut bien se passer dans la tête de Paul Biya, mais pas seulement, dans la tête de ce grand pays qui est le Cameroun et qui compte tellement de gens brillants. Vous avez rappelé tout à l'heure le flamboyant opposant Maurice Kamto, dont on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'arrive pas à susciter le départ de feu qui va radicalement faire prendre une envie, une passion pour le changement. Qu'est-ce qui empêche que ces choses-là arrivent? Et d'aucuns disent que c'est le système que Paul Biya a réussi à mettre en place qui empêche que cela se passe comme cela, qu'il y ait une alternance en réalité. 75% des Camerounais n'ont pas connu d'autres dirigeants que Paul Biya. 75%. En fait, Paul Atangadi, le ministre de l'administration territoriale, à qui on posait justement la question, de dire, mais pourquoi il va bientôt avoir 100 ans, qu'est-ce qui se passe? Et lui répondait, la question ne se pose pas, elle ne doit pas se poser. Il est candidat. Le Cameroun est un pays où les gens vivent jusqu'à 100 ans et sont très lucides. Ça voudrait dire donc qu'à 92 ans,
il y a au moins 2 mandats qu'il reste à Paul Biya à faire à la tête du Cameroun. C'est gênant, ça me gêne beaucoup. Voilà ce que j'en pense. J'espère en tout cas il ne briguera pas un énième mandat. C'est ce que je crois. Et j'espère que, parce qu'en fait, ils ont fait aussi autre chose, ils ont interdit que l'opposition se réunisse en fait sous forme de coalition. Et le ministre de l'administration territoriale a mis en garde publiquement les partis qui voudraient se mettre sous forme de coalition en leur reprochant de n'avoir pas la personnalité juridique qu'il fallait pour le faire et en disant que c'était totalement interdit et que ce ne serait pas admissible, etc. Mais Maurice Kamto espère en fait qu'il pourrait y avoir une candidature unique de l'opposition. C'est la seule possibilité pour le Cameroun de passer, de tourner la page de Paul Biya, mais peut-être n'en a-t-il pas, peut-être le Cameroun, peut-être le peuple camerounais n'en a pas suffisamment envie. Et vous, Oui, absolument. vous êtes du Oui, Cameroun, donc cette question, forcément, vous la suivez avec des lumières peut-être plus puissantes que les miennes. non, peut-être pas. Vous êtes extrêmement bien renseigné sur la question, mais en tout cas, c'est effectivement un pays pour les raisons que vous savez et que beaucoup de gens connaissent maintenant. Je suis avec intérêt. Voilà, pour tout vous dire, je suis né il y a 52 ans dans la capitale camerounaise Yaoundé et j'avais 10 ans. Je n'étais même pas à l'école élémentaire, enfin à l'école, au collège, que Paul Biya était déjà président de la République. Effectivement, c'en est gênant de devoir encore parler d'un énième mandat possible de Paul Biya à 92 ans aux prunes. C'est extrêmement, j'allais dire, grotesque qu'on ait ce cas de figure-là. On avait l'ancien président le plus vieux du monde avec ce cher Robert Mugabe, paix à son âme. Maintenant, on continue de détenir le titre mondial avec Paul Biya. Bon, j'observe en tout cas que l'inscription sur les listes électorales est ouverte et qu'il y a un fort engouement des Camerounais, aussi bien au sein du pays même que dans la diaspora, pour s'inscrire dans les listes électorales et pouvoir voter. Ce qui me laisse à penser que malgré leur humour noir assez caractéristique de ces Camerounais qui appellent leur propre pays le continent, un pays de contraste donc et de forte complexité qui nécessite des équilibres. Je suis quand même confiant et conforté, encouragé de voir que les Camerounais, en s'inscrivant massivement sur les listes électorales, font la démonstration qu'ils pensent quand même que la démocratie, c'est le vote dans les urnes et qu'un changement est possible dans les urnes et par les urnes. Mais je pense que voilà, il y a aussi une question qu'on ne soulève pas trop, qui est celui du tribalisme qui prévaut dans la société camerounaise. Et comme on avait une question en Côte d'Ivoire avec l'ivoirité qui semblait dire euh, qu'un Ivoirien du Nord, sous-entendu musulman, ne devait pas devenir président jusqu'à ce qu'il y ait une vraie guerre civile. Comme on a une question Peul en Guinée, avec les Peuls qui détiennent l'essentiel du pouvoir économique et à qui on dit Cellou Dalein Diallo ne devrait pas devenir président parce qu'il concentrerait à la fois le pouvoir économique et le pouvoir politique. Je pense aussi qu'on a une question Bamileke au Cameroun où certains disent entre guillemets qu'ils ont déjà le pouvoir, comment dirais-je, économique parce qu'il y a beaucoup de milliardaires de cette tribu-là et qu'ils ne devraient donc pas avoir le pouvoir politique. J'espère qu'on dépassera un jour ces considérations-là parce qu'il y a quand même un brassage des populations. Les gens de différentes tribus se marient entre eux, font des enfants. On est dans un autre Cameroun peut-être que celui du tribalisme exacerbé. Maintenant, je crois aussi que s'il se maintient aussi longtemps au pouvoir, c'est que Paul Biya s'est joué de ces équilibres-là ethniques, régionaux, mais il arrive peut-être en fin de course de ce système-là qui est trop usé
de toujours remplacer quelqu'un qu'on change par quelqu'un de la même région, du même village même, ou en tout cas de la même tribu. Voilà, je suis aussi assez meurtri par la dernière déclaration de Maurice Kamto qui dit que ben, si violence il doit y avoir, eh bien que la violence advienne et que ceux qui seront épargnés s'arrangent pour gérer le pays. Je pense que quand on est dans ce jusqu'au boutisme-là, qu'on a un peu connu hein, avec le PASTEF aussi ici au Sénégal, mais ça n'augure rien de bon pour la tranquillité des populations, pour la stabilité géopolitique du pays et de la sous-région, et quelque part, tout simplement pour la démocratie. Donc, God Save Cameroun, c'est la seule chose que je peux dire pour cette élection-là qu'on attend avec impatience. Mais si Biya est encore candidat, j'ai bien peur, avec son état de santé diminué par l'âge, tout naturellement, qu'on se dirige peut-être vers une solution à la gabonaise ou avec une énième victoire entrevue pour Paul Biya, peut-être que les militaires devront prendre leurs responsabilités et mettre fin à l'ordre constitutionnel qui veut qu'il y ait un chef d'État civil à la tête de ce grand pays qu'est le Cameroun, qui, c'est vrai, comme vous le dites, a une diaspora magnifique, un peuple instruit, avec beaucoup de gens qui savent faire des affaires, qui savent exceller dans la science, dans la médecine, etc., dans énormément de domaines, qui sont respectés, mais qui, hélas, continuent d'avoir un régime sempiternel depuis plus de 40 ans. Voilà ce que je voulais en dire. Peut-être un dernier mot de votre part avant que nous nous disions au revoir, cher Maurice. Oui, vous remercier simplement hein, pour vos lumières très vives et rappeler que vous avez écrit un roman sur votre pays, votre second pays de cœur et d'adoption, le Cameroun, et que vous lui demeurez à ce pays-là très attaché. Et en tout cas, votre roman est un roman que je recommande et qui fera l'objet d'un littérataya prochain, sans doute, si vous acceptez le rendez-vous. Avec grand plaisir. Merci d'avance pour ce prochain Littéralia sur Immeuble Nal Douala. J'aurai plaisir à en discuter avec vous. Je ne suis peut-être pas camerounais en plus d'être sénégalais parce que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité, ce qui est bien dommage. Mais voilà, merci beaucoup pour ce nouveau numéro de Tout un tract que vous avez éclairé de votre forte présence médiatique comme à l'accoutumée, de votre charisme qui n'est pas moindre. Donc, je vous dis merci. Merci à nos tractonautes de nous regarder et à la semaine prochaine. Nous serons déjà au mois de juin. Merci Maurice. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir.